Bienvenue à tous pour cette sixième émission de l'émission de 19h. Avec moi sur le plateau, Jean Singès, préparateur physique et responsable de l'unité de récupération du site de Boulhoris. Et puis Marian qui est un habitué de ce plateau, qui nous rejoint pour parler tout à l'heure. On verra, on va le retrouver, Marian. Il va nous suivre sur ce plateau pour parler de Clémentine. Cette semaine, il y a eu quelques résultats intéressants avec tout d'abord le triathlon. Et nos deux triathlètes français, Laurent Vidal et Davidos, qui sont montés sur le podium à Vouloulaba en Australie. Laurent Vidal et Davidos qui prennent respectivement la première et la troisième place de cette étape de Coupe du Monde en Australie. Le ski nautique, on en parlait tout à l'heure. Clémentine Lucide, Pierre Ballon et Alexandre Poteau, eux trois, ils ont fait 3 médailles à l'issue de la finale de la Coupe du Monde, je crois, eux aussi en Australie. Et on les retrouvera tout à l'heure dans un reportage. Voilà donc pour ces informations. Et puis un petit clin d'œil quand même à Laurent Frécon que je remplace ce soir parce que il est en convalescence, il s'est fait opérer et on va le retrouver, je pense, à partir de la semaine prochaine sur les autres émissions. Dans un instant, on va passer au premier sujet de l'actualité. Donc la semaine dernière, nous avons rencontré Jean-Pierre Dick avec nos entraîneurs sur Analyse d'experts, une émission aussi qu'on a lancée sur cette web TV où pendant une heure, un peu plus d'une heure, une personnalité du monde du sport est avec nous et rencontre nos entraîneurs et nos athlètes et échange sur une aventure ou sur une expérience qu'ils ont. Et tout de suite, donc, on va retrouver Jean-Pierre en interview. Avec Jean, quasiment 10 ans. Mais c'est vrai du fait qu'on commence tôt, on peut faire certains exercices plus spécifiques, comme effectivement des gestes d'haltérophilie, un peu plus sophistiqués. Jean vous expliquera un peu ce qu'il recherche. Mais voilà, non, bon, nouveau, oui et non, mais si on a prépa physique, quelque part, c'est monté en puissance depuis quelques années. Effectivement, depuis le début, je vois le bienfait que ça me fait en termes sur mes navigations, d'être bien préparé. Physiquement, c'est très important. Ça permet de passer des moments difficiles. Moi, j'ai en souvenir la première tempête qui nous avait cueillis au début du dernier Vendée Globe où pendant 3 jours, on n'avait pas trop vu le jour. La plupart des skippers avaient été malades en mer, dont moi d'ailleurs, et j'avais réussi à passer le coup de vent jusqu'au bout de 3 jours, j'étais en tête de la course. Malgré tout, j'avais vomi pendant 2 jours d'affilée, donc c'était signe que la prépa physique était importante. J'étais capable encore de manœuvrer, d'être à peu près lucide, malgré le fait de pas être bien, de s'amariner. Donc ça, c'est important. Et voilà, donc c'est pour ça que on a pris un peu le chemin des écoliers en début d'année, après m'être opposé une année 2011 assez fatigante. Repris le chemin de l'entraînement pour faire vraiment un travail de fond cette année et mettre plusieurs étages dans la fusée, de telle sorte à ce que ça défend. Parce que le Vendée Globe, ça pardonne pas sur le Vendée Globe. Non, ça pardonne pas, il faut être prêt. La qualité de mes adversaires a été très forte. On voit, il y a beaucoup de budgets qui sont investis pour cette course, avec Massif, avec Banque Populaire, avec même Vincent Pillou PRB. Donc il faudra être très fort et avec mon petit pas si petit que ça finalement, mais en fait pas près de 3. Il va falloir vraiment être au top. On va mettre à l'eau la semaine prochaine, lundi. Et voilà, c'est une force de sortir un peu du quotidien du bateau, de la technique pure, pour travailler sur soi, sur le mental, puis sur le physique ici, en faisant matin, soir, plus à midi, le thalasso au cerf, c'est vraiment une source puissante de régénération. Parce que là, le rythme, c'est quoi? C'est 2 séances quotidiennes? Voilà, ouais. Là, on commence à 9h30, on termine environ à midi. Belle séance de renforcement le matin. Ensuite, après le déjeuner, je vais faire un peu de thalasso, donc relaxation. Et puis après, l'après-midi, on recommence vers 17h pour une séance de 1h30, 1 heure de gainage, juste de la
comment dire, finalement les abdominaux, toute la ceinture lombaire. J'en t'expliquerai un peu mieux, mais c'est essentiellement de la sécurité. Pour pas, voilà, j'ai des positions souvent très alambiquées, chercher des voiles un peu en l'air, un peu sur les côtés. Et il faut pas que je me blesse. Donc il faut que je sois fort en plus. Donc ça permet d'avoir une certaine sécurité. Ouais. Combien de temps ça va durer Une semaine. Une semaine. Du lundi au vendredi. Oui. Après, faut être rigoureux, faut pas s'éparpiller. Bon, c'est vrai que nous, en tant que dans la voile, on a tendance à gérer énormément de dossiers. Dans une semaine, on touche beaucoup de choses. Et là, il faut que j'apprenne à me focaliser sur cette préparation physique, faire une chose à la fois, bien la faire. Voilà, pour valider certains points. Ouais. Bon, je vais pas faire de la préparation physique à 4 heures par jour jusqu'à la fin, heureusement, parce que c'est important, mais c'est pas non plus vital. Il y a plein d'autres choses très importantes comme la navigation, mais il faut savoir un peu tout faire. Et j'ai souvent l'image de la personne de cire qui tient les assiettes en l'air sur les baguettes, et il faut qu'il y ait le moins possible d'assiettes qui tombent. Et voilà, c'est un peu ce que je fais dans cette année, quoi, quelque part. Il y a beaucoup de sujets. Il faut traiter le mieux possible l'ensemble des sujets et surtout n'en oublier aucun. Parce que la mer a tendance à taper sur les points faibles, sur le maillon faible. Là, tu vas pas citer une émission de maillon faible. Donc tu l'as dit, la remise à l'eau c'est bientôt. Ouais. Et alors après le programme, ça va être là, il y a une course d'entraînement finalement, déjà pour descendre jusqu'à Gibraltar, et puis après la course de l'Europe qui sera qui n'est pas en soi un objectif sportif. On va essayer de bien figurer bien sûr, mais c'est une épreuve en équipe, aussi un entraînement en solitaire. Voilà, tout ça, je considère que c'est des entraînements, c'est important. Il faut être dans le coup. Et puis, après, on accueille nos sponsors. Ça va nous amener jusqu'en juin. Juin-juillet, on accueille nos sponsors à bord. Un certain nombre de journées RP où je vais travailler aussi la navigation, notamment le matin. Je suis plus disponible pour vraiment peaufiner mon projet. Et puis reprise des entraînements sur l'eau en septembre pour être en pleine forme octobre et départ le 10 novembre. Donc, mais bon, là on sera plus, autant là on est en phase de renforcement, de création de muscles presque en ce qui concerne la préparation physique, autant à ce moment-là ça sera vraiment maintenir l'acquis et surtout travailler dans l'extrême sécurité, prendre aucun risque. Je me blesse pas un mois de l'échéance. Vraiment, il faut marcher toujours, essayer de pas faire de sport à risque, surtout pas faire de parapente et du kitesurf ou d'autres sports qui peuvent amener des risques. Peut-être un peu de marche en montagne, essayer de s'aérer, prendre de l'oxygène. Voilà. Donc vraiment, c'est pour moi, en tout cas, je le vois comme ça, vraiment 2 temps renforcement, entraînement, être à fond. Et ensuite, calmer le jeu juste avant la course, être hyper serein. Ce qui est difficile à acquérir, c'est de la lucidité, de la sérénité juste avant l'événement. Pour être pleinement en forme, voilà, c'est aussi du travail mental parce que il y a le stress qui va arriver, il y a la concurrence. Peut-être que j'aurai beaucoup de médias vont demander. Il faut que quelque part je me carapace un peu, que je sois dans mon monde, et c'est pas toujours facile parce que plein de choses à côté, une vie familiale, d'autres choses, plein de sollicitations. C'est pas toujours facile de vivre dans son monde qui est d'être juste navigateur et sportif de haut niveau. Tu parlais de préparation mentale, tu as prévu quelque chose de particulier ce moment? Écoute, non, c'est un travail quasi quotidien en fait. Je travaille toutes les semaines au téléphone, moi, avec la personne qui me suit depuis maintenant 10 ans. Et puis, il est venu me voir sur ma base d'entraînement. On a prévu qu'il vienne de façon assez régulière pour continuer à travailler sur un certain nombre de sujets. Donc c'est important malgré tout aujourd'hui. Cette course, c'est bon, hormis le côté aventure, c'est vraiment la gestion psychologique de soi-même. Parce que là, les courses en solo, c'est comment on essaie d'améliorer un couple et faire que les 2 personnes
s'additionnent. Et là, le solo, c'est comment on se gère soi-même, c'est qu'on gère son côté psychologique, garder sa motivation, passer les moments difficiles, ne pas être en surexcitation dans les moments d'euphorie, éviter les grosses erreurs qui vont m'amener à un possible abandon. C'est vraiment ça qu'il faut travailler dans une sorte de lucidité. Voilà. C'est de l'entraînement sur le bateau. Oui. Donc je vais avoir aussi pas mal d'entraînement sur le bateau avec Guillaume Lebrec qui faisait de la mini l'an dernier, qui est un peu dans mon écurie, mais qui va m'assister, regarder un peu comment je travaille à bord, tout seul. Et puis après mon staff à terre, Jean Saint-Gess, Jean-Marc Labou, aussi l'équipe du sommeil, laquelle je vais pouvoir me relayer, travailler sur le lit, bien dormir. C'est important pour la lucidité. Voilà, tout ça. Bon, c'est passionnant, hein, mais ça demande beaucoup de concentration sur ces sujets-là, qui sont les sujets importants, et surtout pas de se diluer sur d'autres sujets. Et sur le bateau, qui peuvent être importants aussi, comme embaucher mon personnel, faire qu'il soit heureux, faire qu'il travaille dans le bon sens pour tout le monde. Je garde tout de même une casquette un peu de chef d'entreprise, même si je délègue énormément. Sur le bateau, le chantier, vous avez travaillé sur quoi en particulier? Sur la fiabilité essentiellement, faire en sorte que tout soit, qu'on prenne le moins de risques possible sur des pannes potentielles. Et puis, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'explosivité de réparation, ce que j'appelle l'explosivité de réparation, c'est-à-dire que si j'ai quelque chose qui va pas à bord, je freine le bateau le moins longtemps possible. C'est là où on perd beaucoup de temps. On a vu lors de mon dernier Vendée, j'ai dû réparer mon safran. En l'espace de 4 jours, j'avais pris 1000 milles dans la vue. Ma course était terminée. Donc il faut, lorsque j'ai un problème, que j'ai une sorte sans appeler l'équipe à terre si possible, une explosivité de sortir les outils, les bons outils au bon moment et réparer dans le bon sens. Voilà donc retour sur le plateau avec Jean et Marian. On a vu ce reportage donc sur Jean-Pierre Dick qui nous a parlé de sa préparation physique. Alors Jean, puisqu'il a beaucoup parlé de toi dans son reportage en disant Jean va vous expliquer. Alors Jean, une petite explication sur le travail qui est fait avec Jean-Pierre, mais en mots simples et pas trop long. Compliqué, donc. C'est assez particulier parce que le bonhomme est particulier. Physiquement, c'est un grand gabarit. Un grand gabarit qui se bouge sur un bateau qui bouge tout le temps, c'est jamais très évident. Rentrer dans une soute à voile où il y a très peu de hauteur sous le roof, c'est pas évident non plus. Donc il faut faire en sorte qu'un grand gabarit soit capable de se débrouiller dans des conditions où il n'est pas fait pour ça. D'accord. Marian, toi, tu étais à son intervention. En 2 mots, c'était comment? Ouais, effectivement, Jean-Pierre, personnage très intéressant. C'est vrai que on est tous un peu fascinés par les grandes traversées, les navigateurs, le Vendée Globe. Et puis là, on avait l'occasion de discuter, d'échanger avec quelqu'un qui vit ces choses-là pour de vrai, et puis de lui poser des questions un peu plus précises sur ces expériences-là. Donc, c'était vraiment intéressant de passer un moment avec une personne aussi brillante et avec une expérience aussi particulière. Donc c'était vraiment bien, et je pense que ce rendez-vous qui a été mis en place là au niveau du Krebs, on a souvent des personnes intéressantes qui passent dans la maison, et je pense que c'est vraiment une bonne initiative que de prendre le temps de pouvoir échanger avec des gens qui ont des parcours aussi particuliers, qui méritent d'être mis un petit peu sur le devant de la scène, parce que c'est vraiment intéressant. Merci Ariane. Écoute, de toute façon, on retient. On en a d'autres qui sont prévus avec des rendez-vous d'experts, analyse d'experts. C'est comme ça que s'appelle cette 3e émission de cette web TV. Donc, on retrouvera d'autres personnes. Mais là, tout de suite, on revient à Jean-Pierre, puis on va revenir à Jean, puisqu'on va regarder un reportage où là, on se rend compte, Jean-Pierre, il est plus très jeune, je crois, malgré tout, pour la pratique. Et je crois que tu nous parles, Jean, de savoir se préparer physiquement pour pas se mettre dans le rouge. Donc on t'écoute et après on revient avec toi en plateau. Notamment au plan cardiovasculaire suffisant, ils se mettent vite dans le rouge et ça peut aller très très vite, faire des erreurs, et celle-là elle se paye cash, surtout sur des latitudes sud. Là vous voyez, c'est quand même un travail spécifique. Alors là c'est vraiment un challenge, parce que apprendre à quelqu'un de son âge à faire de l'haltérophilie présente un avantage
en termes d'apprentissage de gainage, de sécurité, de capacité à soulever des charges, on fait un pari. On fait un pari parce que cette année, l'objectif c'est le Vendée, qu'on a quelques 6 mois devant nous. Et en 6 mois, il y a matière à arriver à progresser suffisamment pour se servir de cet outil de façon efficace. Là, je me donne un mois et demi pour arriver à quelque chose d'intéressant. Parce que là, Jean-Pierre disait, c'est une grosse semaine là, entièrement consacrée à sa préparation physique. Oui. Et après, ça va être un rythme qui sera différent, j'imagine. Ben, disons qu'il a d'année en année, il en fait de plus en plus, parce qu'il en a compris la nécessité. D'ailleurs, le fait de naviguer en double avec des gens comme Damien Foxhall ou même Loïc, qui est physique comme un marin peut l'être. Loïc Perron ne se prépare pas physiquement, mais navigue énormément. Mais par contre, Jean-Pierre, sur ce domaine-là, c'est un grand gabarit. Pour des gabarits qui sont plutôt petits, trapus, physiques, lui, il a des grands leviers. Donc, il a les inconvénients de ces grands leviers. Donc, il est obligé d'en passer par ses préparations, parce qu'il n'a pas le bagage de voile qu'ont les autres, en termes de durée de présence sur l'eau. Et il n'a pas de pratique sportive antérieure qui lui permettrait d'alléger et de lever le pied. Donc, paradoxalement, sur une carrière qui est à son sommet actuellement, sur les années qui se déroulent, eh bien, on est obligé de faire des phases d'apprentissage qui auraient dû être faites avant. Mais bon, ça n'a pas été le cas, donc on fait le pari de les faire maintenant. Voilà. Donc, pour répondre à ma question, là, c'est une semaine complète et après, ça sera... après, ça va être... la réponse à la question, c'est on continue à en faire, mais chez lui. D'accord. Donc, il va repartir avec un programme construit. Par rapport aux années précédentes, on a plus de contacts, plus de suivi, plus d'implication de sa part. Il y a quelqu'un de son équipe qui est plus jeune, qui a l'habitude du travail physique, qui bosse avec lui, ce qui lui facilite beaucoup la vie, parce que faire ce boulot-là tout seul, quand on n'en a pas l'habitude, c'est pas un cadeau. Et là, on est en train sur ce registre-là, on est vraiment en train de passer un cap. Jean, retour en plateau, donc on t'a entendu là sur la préparation physique de Jean-Pierre. Donc le sujet c'était comment préparer un marin à affronter des choses très très dures, la route du Rhum, le Vendée Globe, donc c'est ça. Et donc tu nous dis de se préparer pour pas se mettre dans le rouge. Tu nous en dis un petit peu plus là-dessus ? Ben, le problème de fond, c'est que... je suis équipé. Le problème de fond, c'est que quand ils sont en dette de sommeil, ils sont dans des conditions météo difficiles, donc ils mangent énormément d'énergie pour récupérer. Et s'il n'y a pas une base foncière, une capacité à récupérer, une condition physique générale pour passer ça, ils se mettent dans le rouge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une dette de sommeil, on passe à une dette de sommeil accentuée. Et c'est un sport où il y a énormément de prises de décision à faire et on devient très approximatif sur les prises de décision et ça se paye cash tout de suite. Donc voilà, il y a la condition physique, c'est la base sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour avoir des choix stratégiques, puisque c'est un sport à stratégie qui sont efficaces. D'accord. Et alors là-dessus, bon, préparation physique, mais effectivement, et là après je reviendrai vers Marian par rapport à son rôle d'entraîneur et d'un pôle. Préparation mentale, obligatoirement, on l'entend parler à un moment donné. Donc, je crois que c'est pas toi qui t'occupes de la préparation mentale de Jean-Pierre. Mais ceci dit, on sait que tu es quand même assez affûté là-dessus. Tu as suivi quelques grands athlètes là-dessus. Donc, quelle part entre le mental, le physique également, et un marin comme ça, ou un athlète qui se prépare, quelle part, et puis surtout, quelle importance aujourd'hui de la préparation mentale dans tout ça? Ben, elle est déterminante, elle est peut-être... très très importante chez eux par rapport à d'autres contextes. On est seul, sur un tour du monde, seul pendant 3 mois et demi, dans des conditions extrêmes, avec une pression de résultats. Il faut être clair, Jean-Pierre, il va prendre le départ avec une étiquette de favori, ils seront peut-être 2-3. Il en a couru 3, il a fait 6e au premier, il casse quand il est en tête au 2e. Celui-là, ça sera le dernier, a priori, il y va pour le gagner. Donc il va falloir assumer ça, assumer pour lui-même, assumer pour les autres. Et puis alors chez les marins, préparation mentale, il y a la préparation mentale pour être dans l'objectif, mais il y a aussi peut-être la préparation mentale quand on est vraiment dans le dur, au milieu de l'océan. Et on l'a vu sur la course il y a un an, il casse en pleine mer alors qu'il est en tête. Donc là, c'est quoi le type de préparation mentale qu'on fait dans toutes les techniques qui peuvent exister sur un athlète comme Jean-Pierre? Tu peux nous en dire 2 mots ou pas du tout? Oui, si, il y a les techniques, c'est ce qu'il travaille avec la personne qui s'occupe de lui depuis des années, qui est un ami d'ailleurs.
Et puis, il y a toutes ces approches qui consistent à avoir des discussions. Quand on passe une semaine ensemble, on passe beaucoup de temps à discuter, justement sur une vision globale de sa situation. C'est-à-dire, quand je suis en difficulté, comment j'appréhende les choses. C'est-à-dire, comment je me projette sur ce que j'ai à faire pour que ça aille mieux, sans me faire manger par l'émotion. Et le physique a une importance parce qu'en faisant certaines choses au plan physique, ça permet de couper avec ses émotions et de se détacher de ces émotions qui sont un obstacle à l'efficacité immédiate et court terme, quoi. Donc il y a un travail sur la respiration, il y a un travail sur des perceptions du corps qui intervient à ce moment-là. Et la préparation physique a ça de particulier, c'est comme on n'a pas de contrainte de temps, on peut aussi s'entraîner à ça à travers des exercices physiques. D'accord. Marian, là on a vu, donc Jean-Pierre Dick, préparation mentale. Pour le ski nautique, on va voir un reportage tout à l'heure sur tes champions, parce que je crois qu'on peut les appeler comme ça. Le ski nautique, la part entre le physique, le mental, vous faites quoi concrètement? Vous en faites pas? C'est sûr qu'on en fait, ouais, on en fait pas mal. D'ailleurs, on sort d'un bon cycle de préparation avec Jean, notamment sur la préparation physique. Donc là, c'est Jean, préparateur mental. Ça peut, souvent, ça peut aussi, ouais, puisque bon, tout est physique, d'accord. Tout est lié de toute façon. Ouais. Mais bon, c'est sûr que en ski nautique, on n'est pas dans un milieu aussi hostile que Jean-Pierre dans son bateau, mais c'est vrai que les deux facteurs ont leur importance. Sur le plan physique, c'est certain, on y travaille depuis de nombreuses années, puis sur le plan mental aussi, parce que dans un sport d'équilibre qui dure très peu de temps, avec beaucoup de facteurs aussi environnementaux qui peuvent rentrer en jeu. C'est vrai que c'est assez, le contexte est assez déstabilisant. Donc c'est vrai que l'importance de la préparation mentale, ça se travaille beaucoup à l'entraînement. C'est la mise en place de procédures, de façons de fonctionner, en prenant le temps de comprendre la personnalité de chacun, pour essayer d'aborder les compétitions dans les meilleures dispositions. Et ça se travaille. Ça se travaille beaucoup à l'entraînement, et bon, chez nous, ça se travaille beaucoup dans l'environnement spécifique de notre entraînement sur l'eau. C'est vraiment intégré à notre entraînement technique, en fait. C'est surtout comme ça que ça se passe chez nous. D'accord. Bon, un dernier mot sur Jean-Pierre, sur son intervention, donc que vous pouvez retrouver en vidéo à la demande sur la Web TV du Crêpes, puisqu'on peut revoir les émissions quand on veut. Donc ne pas hésiter. 1h40, je crois, 1h30 avec Jean-Pierre Dick sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a échangé. Je crois que c'est quand même une bonne idée. Mais en deux mots, cette intervention, comment vous l'avez trouvé, Jean-Pierre? Comment tu l'as trouvé, toi? Le personnage, moi je pense que comme la plupart des collègues qui ont assisté à l'intervention, bon, déjà c'est quelqu'un de très sympa, de très abordable. Des fois, bon, c'est vrai que comme ça, un peu comme un cliché, on pourrait penser que les navigateurs, c'est un peu des ours, ou des marginaux qui ont un peu une vie particulière, en tout cas qui relèvent des défis particuliers, ça c'est certain. Mais pourtant, Jean-Pierre, c'est quelqu'un, ma foi, très sympa, très abordable, qui nous a fait part de son expérience. Et puis aussi quelqu'un, je crois, de très brillant, puisqu'il a un parcours vraiment assez original et très riche dans différents milieux. Et c'est vrai que je crois que c'est vraiment quelqu'un d'intéressant, et pas que pour son côté de navigateur, mais en tout cas je crois que c'est quelqu'un de brillant, quoi, on peut le dire. Et je crois que moi je lui souhaite bonne chance pour le prochain Vendée Globe. Quand même, un petit mot et ses chances d'après toi dans ce qui arrive. Les chances, oui, t'as un micro, toi. C'est pas grave. On t'a doté d'un micro. Bien sûr. Les chances, elles sont réelles, quoi. Il a le bateau, pas le bateau de toute dernière génération, mais il a le bateau de la génération juste avant, qui a 2 ans et demi. Mais ce bateau, il a déjà plus d'un tour du monde et demi, 2 transats. Donc, a priori, le matériel, il semble fiable. Lui, il connaît bien le bateau. Les chances, elles sont réelles. Et puis, il y va pour le gagner. C'est clair, on va pas se masquer et faire dans la demi-mesure là-dessus. Après, c'est pas du délire. Ils vont être... il y en a 3 qui seront réellement en position de faire, et puis après, il y en a d'autres qui sont derrière, et les aléas font qu'ils peuvent être remis dans le jeu. Mais ça devrait être une belle bagarre quand même, quoi.
Bon, ouais, bah super. Mais en tout cas, moi, j'ai regardé le reportage, je l'ai regardé à la télé, puisque je n'étais pas là cette semaine-là. Je l'ai trouvé vraiment sympathique, et puis surtout, j'ai apprécié à la fin quand il dit je viens à Boulouris pour m'entraîner, parce qu'on est comme à la maison. Donc, c'est vraiment la culture qu'on essaye de faire ici pour l'ensemble de nos athlètes. Donc, bienvenue à la maison, comme on dit, et puis on lui souhaite bon vent pour ce qui arrive et par rapport à sa préparation. Merci Jean de cette intervention. Marian, on va passer avec toi. Tu peux rester avec nous, Jean, ou tu peux y aller. Je ne sais pas si tu as du taf, parce que Jean, il travaille un peu quand même. Hein. Je suis comme à la maison. Il est comme à la maison, mais il travaille un peu avec les athlètes, hein, puisque boulot de préparateur physique, c'est pas rien. On va parler maintenant ski nautique, Marian. Il y a 15 jours, je crois déjà, vous étiez en Australie, le pôle, enfin pas que le pôle, l'équipe de France, je crois, de ski nautique, puisque en plus du pôle, tu entraînes l'équipe de France de ski nautique et les meilleurs skieurs. On a eu des bons résultats. 3 médailles. Alors c'était la finale de cette Coupe du Monde, c'est ça, je crois, hein, si j'ai bien compris. Une étape de la Coupe du Monde. Une étape de la Coupe du Monde. Quand même. Mais une étape ou la finale ou une étape? Non, une étape. Ah, une étape, d'accord. Bon, donc on a la bonne information, c'est ça. C'était une étape et donc il y a eu 3 résultats, 3 podiums au travers de Clémentine, de Alex et de Pierre. Donc Alex poteau et Pierre ballon. Donc respectivement Clémentine première dans sa discipline, Alex poteau deuxième et Pierre ballon troisième. Pierre ballon qui en plus un petit clin d'œil. Il était partenaire avec une entreprise ici sur Saint-Raphaël avec lesquelles on développe en termes de communication certaines choses. Donc ce que je te propose, Marion, c'est on va regarder un petit sujet monté par notre cher Gabriel Spinelli et puis après on revient en plateau et tu nous parleras un petit peu de cette étape de Coupe du Monde et de ce qui se fait ici en ski nautique. Ice skating's loss as Clementine Lucene Alexander Pato. Herman Beliaku, but Pierre Ballon. Donc on vient de voir ce reportage, Marian, sur tes skieurs, figure, hein, je crois que c'était figure. Alors c'était une Coupe du Monde figure où on a brillé qu'en figure. Voilà, tout à fait. On est bon, t'as vu, on a zappé et tout. Allez, vas-y, on t'écoute. Non, donc en fait c'était une Coupe du Monde, où 2 disciplines étaient représentées, donc les figures et le saut. On avait des représentants français dans les 2 disciplines, mais on a eu des médailles. Que sur la discipline de figure, qui est quand même la discipline forte côté français depuis des générations, dans laquelle on a l'habitude d'avoir le plus de médailles. Et donc effectivement, c'est dans cette discipline-là uniquement qu'on a eu des bons résultats sur cette étape du Coupe du Monde. Voilà. Il y a même eu 2 compétitions, en fait, pour être précis, qui ont eu lieu coup sur coup en Australie. Une à Melbourne et puis l'autre à Perth, celle qu'on vient de voir à l'écran. Et Clémentine a fait deux podiums sur chacune d'entre elles. Elle a fait 3e sur la première à Melbourne et elle a gagné l'étape qu'on vient de voir à l'écran sur Perth. D'accord. Bon alors c'est un sport là, à mon avis, à chaque fois là, quand on est cadre technique dans un sport comme ça, on reviendra après aux athlètes, mais on te dit tu es toujours en train de te balader, tu es au soleil, en fait tu fous rien. Hein.
Bah bon, c'est vrai que sur ce coup-là, j'avoue que je suis pas à plaindre. Ça nous arrive assez souvent de faire des beaux voyages. Bon là, en l'occurrence, dans des destinations assez sympas. Bon pour ma part, c'était la première fois que je partais en Australie, mais c'est un pays qui mérite d'être visité et c'était vraiment sympa de pouvoir s'y rendre. Bon, par contre, des fois, il faut quand même savoir qu'ils nous envoient des fois en Finlande, en Suède, en Norvège, même au mois de juillet, au mois d'août, et on a des températures qui sont parfois très très froides, même en plein été. Donc, c'est pas toujours si marrant que ça d'être cadre technique. On va pleurer, puis on va t'offrir une paire de moufles. Bon, allez, soyons sérieux, revenons aux athlètes. Clémentine, donc Clémentine, on l'a eu, c'était notre marraine là sur la soirée des trophées. Elle est pas souvent là parce qu'elle s'entraîne athlète à l'extérieur et c'est normal. Donc, par contre, parle-nous un peu d'elle. Première, elle remporte, elle est sur la plus haute marche du podium. Tout à fait. Bon, Clémentine qui est connue dans le milieu. Donc effectivement, on avait parlé d'elle il y a un peu plus d'un mois pour la soirée des trophées. Bon, en fait. Quasiment juste après cette soirée, on est parti en stage en Malaisie. Vous allez me dire que je suis encore une fois de plus vénard avec mes destinations pour un stage de reprise et de préparation sur ces deux compétitions qui s'est bien passé. On a été très bien accueillis là-bas et on a pu faire du bon travail pendant plus de 2 semaines là-bas en Malaisie avant d'enchaîner sur ces compétitions en Australie. Et bon, la reprise a été bonne pour Clémentine, bon, qui avait suivi un travail de préparation physique pendant l'hiver, qui s'est bien déroulé, mais c'est vrai que notre temps d'entraînement sur l'eau était assez limité pour préparer ces deux compétitions. Donc c'est vrai que ça s'est plutôt bien passé parce qu'avec seulement 15 jours, 3 semaines d'entraînement spécifique dans les pattes, c'est un peu court, notamment par rapport à ceux qui s'entraînent en Australie ou notamment ses concurrentes qui s'entraînent beaucoup aux États-Unis qui ont pu reprendre plus tôt. Mais c'est vrai que Clem avait fait une très bonne fin de saison l'année dernière avec le record du monde battu au mois d'octobre. Et je crois qu'elle a attaqué la saison décomplexée, surtout maintenant qu'elle a mis un pied dans le monde professionnel. Je crois qu'elle apprécie encore plus ces années-là de sa carrière en essayant de vraiment prendre du plaisir à faire ses compétitions. Donc je pense qu'au niveau psychologique, elle a vraiment abordé cette étape-là avec du sérieux, mais surtout beaucoup de un côté très positif dans sa façon d'aborder la compétition, et je pense que ça a été une des clés de son succès sur cette étape. Alors Clem, elle s'entraîne quand même pas souvent chez nous. Par contre, elle s'entraîne avec toi, si je me trompe pas. Ouais. Et concrètement, elle s'entraîne où? Et elle passe un peu de temps en temps ici. Mais c'est aux États-Unis, à Annecy? Non, alors elle s'entraînait beaucoup aux États-Unis avant de commencer à travailler. Bon, c'est vrai que maintenant, depuis le mois d'octobre, elle a commencé à travailler donc dans une entreprise informatique sur Annecy. Donc effectivement, elle est beaucoup moins aux États-Unis qu'auparavant. Donc concrètement, elle s'est entraînée ici chez nous au mois de février. Elle est descendue 3 week-ends de 3 jours s'entraîner ici dans des conditions assez froides, puisqu'on a eu une bonne période de froid en février. On a même dû casser un petit peu la glace au plan d'eau pour s'entraîner. Et c'est pas dans le sens figuré. Hein. C'est pas en rigolant. Non, c'est pas en rigolant. Ça s'est vraiment passé comme ça. Puis ce stage et les compétitions en Australie, et là elle sera là, elle redescend demain, elle sera là ce week-end de nouveau pour s'entraîner 3 jours ici, et puis ce sera comme ça pendant 3 semaines avant de repartir pour 2 stages fédéraux aux États-Unis, effectivement, avec des compétitions qui suivront là-bas. Donc elle est ici de façon épisodique, mais elle revient quand même très régulièrement sur Boulouris et sur le centre national à Roquebrune. D'accord. Alors, passons aux 2 garçons, Pierre Ballon et Alex Poteau. Leurs projets à venir, là. Donc là, 2 podiums, mais les projets à venir, là, dans les mois, et sur les 2 volets, d'ailleurs, puisque dans un Krebs, on doit parler et du sport et de la vie, donc sur les 2 projets. Alors, en fait, Pierre, lui, effectivement, a été présent pendant plus de 6 mois l'année dernière, puisqu'effectivement il faisait un stage en entreprise ici sur Saint-Raphaël, donc il a été vraiment permanent pendant une bonne période. Là en ce moment il est en région parisienne sur son école qui est une école d'ingénieur, et il termine d'ailleurs au printemps ses études définitives, donc il doit valider un dossier en ce moment. Alors comme Clémentine, il descend aussi s'entraîner ici les week-ends, donc il fait pas mal d'allers-retours entre Paris et le Krebs en ce moment pour combiner les 2. Et puis ensuite, la suite de son programme, c'est pas encore clairement défini, mais je pense qu'il va se donner entre 6 mois et 1 an
pour faire préparer notamment la saison prochaine qui sera une année de championnat du monde pour nous. Essayer de se consacrer, on va dire, à 100% ou 90% sur le ski pour essayer de se donner vraiment des chances sur la saison 2013. Donc ça, c'est son projet à lui. Et puis Alex, qui lui est vraiment un résident permanent ici puisqu'il habite Roquebrune. Bah lui, il suit des études d'ostéopathie en 3e année. Donc bon, lui, effectivement, on a vraiment l'occasion de le côtoyer au quotidien. Donc lui, bah, l'objectif, c'est de valider sa 3e année ici au mois de mai avec des examens qui approchent. Et puis de préparer au mieux la saison avec la prochaine grosse échéance qui sera le Master américain à Atlanta à la fin du mois de mai. Et puis cet été, les championnats d'Europe en Italie au mois d'août, en essayant de nouveau briguer des podiums. Et puis comme tous les deux sont des habitués des podiums, mais pas encore souvent des titres en tout cas chez les seniors, pourquoi pas un titre avec l'un ou l'autre cet été, pourquoi pas au championnat d'Europe. On va essayer de faire au mieux. Bah écoute, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on leur souhaite à eux. Jean, préparation physique, tout à l'heure Marion disait qu'il travaillait avec toi, Julien, je pense, avec les préparateurs physiques du Krebs. Donc le ski nautique, préparation physique spécifique, on fait quoi? On fait... pas le micro là, Jean. Ah non, on est obligé. Non, on fait pas mal d'accros, parce que d'abord c'est des figuristes d'acrobatie, jargon. Ce sont des figuristes, donc il y a un aspect intéressant à travailler sur du trampoline, à travailler sur des exercices comme ça. Et puis, c'est quoi le week-end d'un figuriste? Alors là, on a vu que l'entraîneur, il n'était pas parmi les plus malheureux du monde. L'athlète, lui, c'est 2 fois 20 secondes dans le week-end. Mais bon, il faut aller en Australie pour les faire. Bon, il fait contre mauvaise fortune bon cœur, donc il fait ses 2 fois 20 secondes. Alors, qui dit 2 fois 20 secondes, dit coordination, dit explosivité et dit qualité de coordination. Voilà. Ils sont dans la rapidité, ce qui veut dire qu'il faut qu'ils soient efficaces rapidement et donc au niveau de la caisse, par contre, c'est important. Très très peu de droit à l'erreur puisque la chute est rédhibitoire, donc le cocktail il est là. Et Marion, les figures, parce que moi qui viens du snowboard, freestyle, donc on en voit dans tous les sens, c'est aussi des noms aussi compliqués, les noms des figures. C'est des noms assez compliqués. Bon, c'est déjà des termes anglais quasiment à 100%, donc des fois ça donne un peu des appellations un peu bizarres, mais bon, après quand on est accoutumé avec ce genre de jargon, c'est pas forcément si compliqué à comprendre. Alors, on dit ça, mais en fait le grand public ils comprennent rien. Moi je peux te dire avec le snowboard, ils ont dit pendant des années qu'ils comprenaient rien. Les planches, j'ai vu ça, les planches de figure, elles sont de plus en plus petites ou j'ai rêvé? Non, les planches de figure, elles ont changé dans les matériaux utilisés pour leur fabrication. Par contre, la taille des planches n'a pas changé. Un ski de figure, c'est à peu près une planche qui fait grosso modo 1 mètre de long sur 35 cm de large et qui est toute lisse sur le dessous, donc qui a la particularité de ne pas avoir du tout d'aileron ou de dérive. Donc c'est une planche qui est plutôt très instable sur l'eau, mais qui permet aussi justement de faire toutes ces rotations et toutes ces figures comme on a pu le voir dans le reportage. D'accord, donc un ski de figure c'est combien à peu près par rapport à un ski de slalom et un ski de saut en taille, je parle. Alors un ski de slalom ça fait à peu près 1,70 m de long, donc c'est beaucoup plus long mais c'est surtout beaucoup plus étroit. Un ski de slalom c'est à peu près une quinzaine, entre 15 et 20 cm de large, donc c'est quelque chose d'assez étroit, de très long et surtout avec une dérive située sous le ski à l'arrière, donc qui lui confère une stabilité dans l'eau, en tout cas une impossibilité de pivoter avec ce genre de ski. C'est plus un ski de trajectoire. Et puis les skis de saut, déjà là ça a la particularité d'être une paire de skis, alors qu'en figure en slalom on n'est que sur un seul ski. Et là donc c'est 2 skis qui font à peu près 2,40 m de longueur. Donc là ça s'apparente plus à du saut à ski alpin. Donc c'est des skis qui sont un peu plus larges qu'un ski de slalom, qui sont plats, qui sont très stables et surtout qui sont très longs et qui doivent être assez résistants pour résister à l'impact du passage sur le tremplin et de l'atterrissage sur l'eau après. Super, Marion, merci pour toutes ces infos ski nautique sur les athlètes, mais aussi un petit peu sur le matériel et ce qu'il y a. Jean, merci à toi pour Jean-Pierre Dick, puis la préparation physique, la préparation mentale. Je crois qu'on fera un sujet sur la préparation physique, la préparation mentale, un petit peu sur ce qui se fait. Vous quittez pas tout de suite, on va donner 2-3 infos puisqu'on s'achemine vers la fin de cette émission. Une info dans quelques jours maintenant, dans une quinzaine de jours, sur le site de Boulouris, il va y avoir un événement Sud Aventure, le festival Sud Aventure des loisirs
de mer et sport de nature. Donc ça regroupe à peu près 3 ou 4 000 personnes sur un week-end, avec plein d'activités. Je crois qu'il y aura une 50aine d'exposants et donc il faut venir nombreux parce que tout est gratuit, hormis l'entrée. Je crois que c'est 5 € pour entrer, puis on peut tout pratiquer. Donc lancement demain, conférence de presse, lancement demain de cette opération. C'est la 3e année sur le Krebs. Donc voilà, ça important. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve. Je serai peut-être sur le plateau, mais on retrouvera Laurent à l'animation. Donc il me dira si j'ai été bon ou mauvais sur l'animation de cette émission. Et autour de Laurent, l'équipe de France de handball féminin, qui est chez nous à partir de la semaine prochaine pour elle aussi préparer des grandes échéances, comme quoi Boulouris, c'est vraiment un lieu où les équipes de France et les champions viennent s'entraîner et se préparer pour leurs objectifs. Et on retrouvera donc cette équipe de France de handball, je crois aussi avec les entraîneurs, donc Olivier Krumholz pour le hand, mais aussi Fabrice Vial, parce que je crois qu'ils vont aborder le sujet, je crois pas, j'en suis sûr, comme sujet, le sport en équipe nationale au féminin. On en parle beaucoup. Jean, tiens, peut-être un petit mot là-dessus, préparation physique au féminin. Ben, ça n'a rien à voir avec la préparation physique au masculin. Bien, voilà, on vous quitte sur ces bonnes paroles et à la semaine prochaine. Merci à vous, bonne soirée et à mercredi prochain. Ben voilà.